Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée de clôture des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation que j'ai eu le plaisir d'animer. Pour me présenter rapidement, je suis Élodie Souris-Laverne, journaliste et responsable de l'édition Hauts-de-France du Journal des entreprises. Alors, ces rencontres régionales de la recherche et de l'innovation ont démarré, je le rappelle, le 23 novembre. Et elles sont devenues, au fil des ans, un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent entreprendre et innover dans les Hauts-de-France. Alors cette année, en raison d'un contexte particulier, l'accent est mis sur la manière dont il est possible de rebondir pour les entreprises en s'appuyant sur l'innovation et la collaboration. Alors pour vous donner le programme, on va entendre de nombreux experts durant cette journée, issus à la fois du monde académique et du monde de l'entreprise. Et des éclairages supplémentaires seront apportés par les ambassadeurs de cette journée, qui sont Patrice Penel, président du MEDEF Hauts-de-France, et Corinne Molina, qui est la dirigeante du groupe Madère. Alors, cette journée de clôture s'organise en deux temps. Un premier temps qui a commencé à 13h30 et qui va se terminer à 17h, avec 3 tables rondes organisées successivement par INRIA, la SAT-Nord et la Mèche. Et un deuxième temps à 18h qui sera la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France. Alors, crise sanitaire oblige, ces différents événements se tiennent en digital et cette table ronde sera donc disponible en replay quand elle sera terminée. Alors, j'ai le plaisir pour le moment de l'ouvrir. Cette troisième table ronde de la journée organisée par la Mèche, la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Nous allons apporter un éclairage sur le sujet suivant. Quelles sont les clés d'une collaboration réussie entre chercheurs et acteurs socio-économiques? Alors, pour démarrer, pour ouvrir cette table ronde, j'accueille Raphaël Lamiral qui est avec moi sur ce plateau. Raphaël Lamiral, vous êtes chargé de valorisation de la recherche à la Mèche. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question pour démarrer, Raphaël Lamiral. La Mèche, qui est à l'origine de cette table ronde, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Alors, la Mèche, c'est la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, pour dérouler l'acronyme. C'est une unité mixte de services et de recherche qui a été créée en 2008 et qui a pour tutelle le CNRS et l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région Hauts-de-France. C'est à peu près la même structure qu'un laboratoire de recherche classique, à la différence que la Mèche n'a pas de chercheurs attitrés au sein de son équipe, mais une équipe d'appui et de soutien aux projets de recherche et aux laboratoires. La Mèche, elle fédère 43 laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, qui représente un potentiel d'environ 2000 chercheurs, ce qui n'est pas rien. Ces missions sont de structurer, valoriser, décloisonner la recherche en sciences humaines et sociales menée par les laboratoires implantés en Hauts-de-France. Pour ce faire, elle elle propose, en complément des politiques scientifiques et de valorisation de ces établissements de tutelle, bien entendu, elle propose donc un ensemble de moyens pour accompagner les chercheurs dans le dépôt de réponse à des appels à projets. Elle propose elle-même des appels à projets pour stimuler un peu la recherche régionale. Et elle accompagne les chercheurs jusqu'à la valorisation, jusqu'après le projet de recherche, la valorisation des résultats et la création de passerelles entre la recherche académique et les acteurs socio-économiques. Et cette table ronde va donner la parole, alors entre autres, aux lauréats des prix valorisation Mèche Junior et prix valorisation Mèche Senior. Alors, ces prix, en quoi ça consiste et quel est leur objectif? Alors, ces prix, ils ont été créés en 2016. Ils ont été rendus possibles grâce au soutien du Conseil régional des Hauts-de-France, dans le cadre d'un contrat de plan État-région qui s'appelle le CPER EasyMèche. Ces prix, ils visent en fait à une meilleure appropriation des travaux de recherche en sciences humaines et sociales par les acteurs socio-économiques. Leur but, c'était pas de récompenser l'excellence scientifique, qui a quelque part déjà été récompensée par l'obtention du doctorat pour le prix junior, par l'obtention du financement d'un projet ou simplement le projet lui-même pour le prix senior. Le but, c'est vraiment de récompenser la démarche de valorisation des équipes de recherche et de mettre en lumière, en fait, l'impact que peuvent avoir ces recherches sur la société. Merci Raphaël Lamiral pour ces explications. Alors, je tiens à préciser, avant de poursuivre, qu'il y aura un temps dédié aux questions-réponses du public à la fin de cette table ronde. Donc, si vous souhaitez poser des questions sur les thématiques qui vont être abordées, je vous invite à utiliser l'onglet questions de l'outil Livestorm que vous utilisez pour nous regarder et non pas l'outil chat. Donc, l'outil questions surtout. Et si vous repérez une question que vous vouliez poser et qui l'a déjà été, vous pouvez vous
vous contenter de la liker, ça la fera remonter automatiquement dans le fil. Vous n'avez pas besoin de la poser 2 fois. Voilà, alors il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir les intervenants de cette table ronde. Alors, ils sont avec moi en visioconférence en raison du contexte sanitaire. Donc, sont présents pour cette table ronde Sabrina Royer, docteure en sciences du langage. Elle est la lauréate du prix Valorisation Mèche Junior, on y reviendra. Marion Luyat, professeure de psychologie et directrice du labo Psytech de l'Université de Lille. Myriam Noël, psychologue et chercheur associé au laboratoire Psytech. Et Roméo Gola, développeur et designer d'interface. Donc, les 3 dernières personnes que j'ai citées constituent une partie de l'équipe du projet lauréat du prix Valorisation Mèche Senior. Et là encore, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, il me reste à accueillir Alexandre Holl, directeur adjoint des relations internationales de l'enseignement et du français des affaires pour la CCI Paris-Île-de-France. Donc, Alexandre Holl, vous avez accompagné le projet de Sabrina Royer et nous allons en parler dans quelques instants. En attendant, donc, je vous dis bonjour à tous et je vous remercie surtout pour votre présence à cette table ronde et je vous propose de démarrer cette table ronde par la présentation des 2 projets lauréats, les projets Valorisation Mèche Junior et Mèche Senior. Donc, je me tourne vers vous, Sabrina Royer. Vous êtes la lauréate du prix Valorisation Mèche Junior pour vous être penchée sur des solutions concernant la communication avec des acteurs allophones. Alors, Sabrina Royer, expliquez-nous ce dont il s'agit. C'est quoi cette solution ? Bonjour. Bonjour. Effectivement, j'ai effectué ma thèse de doctorat au sein du laboratoire Grammatica de l'Université d'Artois. L'un des axes était consacré à la didactique du français en tant que langue professionnelle pour les travailleurs migrants, avec un intérêt plus particulier sur la part langagière au travail dans les domaines en tension. Dans les domaines en tension, comme par exemple BTP, moi je me suis plus particulièrement intéressée au domaine de la propreté. Les travailleurs allophones se retrouvent vraiment dans une position de vulnérabilité face à la maîtrise de la langue, déjà par le niveau de français, mais aussi par les connaissances implicites issues de la culture professionnelle. Alors juste allophone, excusez-moi, je vous coupe, allophone peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire allophone ? Oui, allophone, donc c'est des personnes qui effectivement sont étrangères et ont des difficultés en français ou apprennent le français. Plus simplement, les personnes allophones, ce sont les apprenants de français. D'accord. Je vous ai coupé. Vous étiez en train de décrire votre projet. Je vous laisse continuer. Pas de souci. Et donc effectivement, voilà, j'en reviens au domaine en tension. Donc effectivement, dans ces domaines-là, les connaissances, les travailleurs allophones ont des difficultés par rapport au français, par rapport à leur niveau de langue, mais aussi par rapport aux connaissances implicites qui sont nécessaires pour comprendre les protocoles de travail et dont souvent elles ne sont pas forcément explicitées pour les entreprises. Donc, je suis partie du postulat que les premiers éléments constitutifs de la part langagière que l'on mobilise pour communiquer au travail, elles sont présentes dans les échanges verbaux pour communiquer, mais elles ont aussi été intériorisées au sein même des interactions de la formation professionnelle, parce que c'est la formation professionnelle qui permet de faire la passerelle entre le prescrit et l'institution, donc l'entreprise qui emploie les travailleurs migrants. Cette part langagière, elle est non exprimée dans les échanges verbaux, elle est difficilement didactisée dans les formations en français langue étrangère, qui se concentrent souvent sur les échanges verbaux et le lexique professionnel principalement. L'idée, c'était de faire une analyse de corpus de la formation professionnelle pour faire en sorte d'élaborer des propositions didactiques afin que la formation professionnelle et la formation langagière ne soient plus déconnectées. Et quels sont les partenaires socio-économiques, donc les partenaires non académiques, vers lesquels vous vous êtes tourné durant vos recherches ? Alors, bien évidemment, par rapport aux axes du laboratoire, le lien avec l'entreprise est fondamental, puisqu'on ne peut pas déconnecter la connaissance de la langue de l'insertion professionnelle. Et l'idée, c'était vraiment de revenir au fondement de ces besoins des entreprises qui emploient les travailleurs migrants. Et donc, le partenariat, il est allé de soi.
Donc, j'ai eu un partenariat avec le lycée professionnel de Joliot-Curie de Wany pour la collecte du corpus, avec le Français des affaires pour étudier les modèles de formation qui sont mis en place et l'organisme Sphère pour tester les propositions pédagogiques. Et sous quelle forme vos recherches pourraient-elles être valorisées, commercialisées même à terme? Alors, commercialiser, je ne sais pas si ce serait, si c'est le terme le plus adapté. En tout cas, valoriser principalement par la création d'un référentiel de compétences langagières qui peut compléter les outils existants pour la formation en français langue étrangère et aussi des cartes de compétences pour la formation sur site auprès des apprenants qui sont utilisables ou soit dans la formation professionnelle ou soit par la formation de formateurs en langue. Merci Sabrina Royer pour ces éléments de réponse sur le prix de valorisation Mèche Junior. Alors je vais me tourner à présent vers Marion Luya, Myriam Noël et Roméo Gola. Vous faites partie de l'équipe qui a remporté le prix valorisation Mèche Senior pour avoir mis au point un test qui évalue la perte de mémoire chez les personnes vieillissantes. Alors en quelques mots, ça consiste en quoi ce test ? Je voudrais remercier la Mèche, son équipe, Monsieur l'Amiral qui nous a accompagnés, ainsi que le jury pour l'obtention de ce prix. Et je vous remercie également, Élodie, toute votre équipe pour l'organisation de cette journée. Alors la MAI, ou test de mémoire avec item auto-initié, c'est un nouveau test qui permet d'évaluer donc la mémoire à destination des personnes âgées. Et c'est Myriam Noël, chercheuse associée au laboratoire Psytech, qui est dans notre équipe, qui est à la fois neuropsychologue et chercheuse, donc qui a cette double compétence, qui a créé le test à l'origine sous sa version papier. Et du coup, je vais la laisser le présenter. Et puis Roméo, alors peut-être après ou peut-être à un autre moment, nous fera une démonstration dans la version implémentée numérique du test. C'est prévu juste après, je vous le confirme. Donc, vous passez la parole à votre collègue. Oui, à Myriam. Bonjour. Bonjour. Oui, donc le test de la maille, en fait, je l'ai créé, ça venait d'une nécessité de terrain. En tant que neuropsychologue en service de gériatrie, j'étais confrontée à l'évaluation de la mémoire chez les personnes vraiment très âgées, plus de 85-90 ans. Et les tests qu'on avait à disposition pour évaluer la mémoire avaient souvent un matériel visuel à la base. Et j'étais confrontée à des personnes qui avaient des troubles visuels et donc je ne pouvais pas utiliser ces tests. Et puis, deuxième difficulté, j'étais confrontée à des populations, donc je travaillais sur Roubaix, en gériatrie, à des populations qui venaient de vagues d'immigration de première génération, qui ne parlaient pas forcément très, très bien la langue française. Et du fait, utiliser un matériel verbal en langue française, c'était pas non plus adapté à l'évaluation de leur mémoire. D'où cette idée d'avoir un test de mémoire en partant de mots initiés par la personne, ce qui permettait de contourner et la difficulté visuelle et la difficulté langagière et de pouvoir évaluer ces personnes âgées vulnérables. Voilà. Alors, à quoi ressemblera le projet final? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Sous quelle forme à terme? Au prix obtenu, nous pouvons désormais poursuivre deux objectifs. Le premier, c'est de compléter l'application tablette en numérisant une version complémentaire du test. Et le deuxième objectif, c'est de commercialiser le test dans son entier en offrant aux praticiens en fait la possibilité d'avoir à la fois une version papier, le manuel de passation avec les normes et l'application. Voilà. Ok, alors vous allez… Oui. Nos objectifs. D'accord, merci beaucoup. Donc, une application, et là, aujourd'hui, vous en êtes au test papier. Alors, vous m'avez parlé de la… Oui. Pas du… Là, on est déjà… On a un prototype. Vous êtes déjà… D'accord, très bien. Déjà très bien. Alors, vous m'avez… Et d'ailleurs, Roméo… Voilà, j'y viens. Roméo Gola a une démo en live du logiciel que vous avez développé, de l'application que vous avez développée à nous montrer. Donc, je vais lui proposer de faire ça tout de suite, de nous faire sa démonstration en live. Bonjour, Roméo.
Bonjour, Bonjour. merci. Donc, je vous laisse nous expliquer tout ça. J'ai effectivement été appelé par Marion Luya pour mettre en place ce test. Donc normalement, là, vous devez voir l'application. Je vois. Alors, donc on a une première page d'accueil, c'est pour entrer des données de base, le nom du testeur, le nom du patient, simplement test, son âge, son niveau d'éducation. L'application, elle est développée d'un praticien. Donc, c'est le test soi-même. On passe comme la population, c'est des personnes âgées. Voilà, il faut se mettre là pour un praticien. On passe le test interne parce que, comme vous allez le voir, les dates existent. Dans le cas d'adaptation, on va pouvoir les ignorer. Donc, la première initiation, donc effectivement, comme Noël l'a dit, le principe, c'est ses propres termes qui vont ensuite se soutenir. Ça permet de ne pas discriminer si ces patients ont des problèmes de vue ou des problèmes de vocabulaire. Par exemple, mon patient me dit simplement soit sur le natif de notre tablette, soit avec un clavier externe, et que l'application enregistre automatiquement. Donc on passe ensuite à couleur, avec nous qui disent bleu, boisson, on a une application fait. Donc il y a 6 catégories qui permettent aux patients d'initier. Bref, des noms un peu plus complexes. On a déjà une première phase de au patient de décompter dans sa tête, ça permet, voilà, dans son cerveau de penser à autre chose. C'est cette étape. On arrive à une phase d'association, et on en tout. Et là, on a un temps de différent de la première fois. Donc, on a déjà là un premier mémoire en premier. Donc, admettons qu'il me dit. Admettons que là, mon nouveau. Je peux soit le réécrire, je peux soit utiliser le raccourci en bas. Et automatiquement, on va enregistrer une répétitive. Il va prendre ça en compte au final. Donc, je suis peut-être se continue normalement. Je vais mettre ici. Je passe à ma deuxième phase d'attente. Et on arrive à notre troisième et dernière phase. Admettons qu'il me met une couleur différente. Admettons un cas un peu particulier, admettons, il me dit le mot carbonate. Alors, c'est pas des boissons, mais le test sont plus punitif, c'est la synthèse de mémoire. Du moment qu'il se souvient des termes ici, c'est le principal. Maintenant, en tant que docteur, je ne peux pas préciser qu'il s'agit d'une réponse aberrante et peut-être faire d'autres tests complémentaires. S'agit-il d'un autre. Je vais mettre le vélo. Il n'arrive pas à trouver le troisième terme. Dites-moi. Oui, on ne vous entend pas très bien, c'est très assuré. Alors, je ne sais pas combien de temps dure votre démonstration. Si vous avez la possibilité, soit qu'on vous entende mieux, sinon je pense qu'on va pouvoir passer à la suite parce que vraiment, on vous entend par à-coup et ce n'est pas très compréhensible malheureusement. De toute façon, après, visuellement, ça peut parler de lui-même, mais j'ai bientôt fini, j'ai déjà fait la moitié. D'accord, là on vous entend mieux. Mais... Ok, je suis rapproché. C'est peut-être ça. Alors, admettons, pour célébrité, le patient ne dit rien, je laisse le champ libre. Oui. Insecte, je continue. Je peux mettre araignée. Et là, araignée, techniquement, c'est pas un insecte, mais un petit animal. Là, ça du docteur de juger si c'est une réponse différente ou pas. Donc, c'est bien non plus automatique. Là, on arrive à une phase d'attente longue de 20 minutes. Et d'avoir une application, c'est que je peux lancer un test en parallèle. Pendant que le compte se décompte, congédier mon patient, si c'est en distanciel, je peux lui dire voilà, je vous rappelle dans 20 minutes. Voilà, on va faire comme 20 minutes, c'était écoulé. Et là, j'arrive à ma phase de rappel. Donc,
On a les termes qui sont remis à l'écran. Le patient n'a pas besoin de se soumettre. Alors, on vous entend toujours très mal. Du coup, je sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer la suite à l'oral? Ce serait peut-être plus simple. Ben, je vais aller directement. Oui. Là, en vert, lorsqu'il se souvient correctement de l'homme qu'il a initié. Oui. Admettons, il ne se souvient pas de café, une voiture n'est pas de vélo. Je peux ajouter un admettant de vaccinal, je peux l'ajouter. Là, j'arrive à mon résultat, en fait, final, avec mes informations et le temps sur récapitulatif. D'accord. On peut comprendre, et voilà, lorsqu'il y a une table vide, la déclaration n'a pas initié, c'est une erreur d'initiation. En vert, les termes, c'est correctement soutenu. En rouge, les termes dont il se passe. En gris, les termes qui ont été réduits, tout ça est pris en compte dans un score final, qui est autonome. On n'a pas besoin de le faire manuellement. D'accord. On peut ensuite exporter et importer ça sur Excel, imprimer une image de ce tableau pour le donner à mon patient. Et voilà, permettre que voilà, tout les gens soient. Ok. Alors, on a vu, du coup, le logiciel, on n'a pas entendu tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'on a quand même une idée du fonctionnement grâce aux images que vous nous avez montrées. Et je vous remercie, Roméo Gola, pour cette démonstration. Et d'ailleurs, merci à tous les quatre, car nous en savons désormais un peu plus sur vos projets. À la lueur de ces présentations, il y a d'ailleurs une première question qui se pose quand on est chercheur, comme vous, quand on se lance dans un projet. Qu'est-ce qui incite à se tourner à un moment donné vers des partenaires non académiques? Est-ce qu'il y a un déclic particulier qui vous a donné envie de faire de la recherche appliquée et donc moins fondamentale? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, qui veut commencer? Peut-être Sabrina? Alors justement, le déclic qui vient de là pour moi, c'est que je suis pas sûre qu'on puisse dissocier les deux. Je suis pas sûre qu'on puisse séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Et pour moi, le déclic vient de là, c'est que la recherche en sciences du langage, elle est interventionniste et elle se base sur le terrain. C'est des bases communicantes et il y a besoin des deux, en fait. Et nous avons besoin, en tant que linguistes, de collecter des corpus pour les analyser et faire des propositions. Et on a besoin aussi du retour du terrain. D'accord. Alors peut-être un commentaire sur le même sujet de la part des deux autres, des lauréats de l'autre prix, le prix senior. Qui voudrait prendre la parole? Alors, je dirais que le déclic de faire de la recherche appliquée, elle est venue d'une nécessité. Hein, comme on l'a dit, le test, il a été créé à l'origine par Myriam Noël, qui s'est rendu compte dans sa pratique clinique sur le terrain qu'il fallait un test spécifique, en fait, adapté pour certains de ses patients. Et de la même manière, la nécessité de numériser ce test, l'application qu'a présentée Roméo, vient du fait que tout simplement, c'est plus pratique. C'est plus pratique pour le praticien sur le terrain. Et puis, s'il veut faire de la recherche, par exemple, peut-être que vous n'avez pas bien entendu, mais Roméo disait que ça peut être exporté très facilement sur Excel. Donc, le praticien, il peut avoir aussi besoin de faire de la recherche, de faire des statistiques, par exemple. Et la numérisation va lui permettre aussi ça. Donc, un aspect pratique et puis un aspect aussi, une plus grande souplesse de l'application, de plus grandes possibilités, en fait. Merci Marion. Alors on a évoqué tout à l'heure les partenaires non académiques vers lesquels vous vous êtes tournés tous les quatre durant vos recherches pour recueillir des données. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette phase. Alors où et comment êtes-vous allé chercher les données que vous avez recueillies pour vos recherches? Comment ça se passe? Alors, Myriam, peut-être, est-ce que vous pouvez nous apporter une réponse? Alors, moi, concrètement, j'ai récupéré les données sur le terrain avec les patients que vous voyez au sein des protocoles de recherche. Ensuite, je diffusais aussi à mes collègues professionnels. Voilà. Après, pour compléter l'équipe, on a utilisé beaucoup les réseaux sociaux pour trouver les personnes qui allaient pouvoir travailler avec nous.
Merci. Et vous, Sabrina, de votre côté, comment s'est passée cette phase de recueil de données? Alors, nous, on a eu une grande aide du Greta de Lille pour faire le lien avec le lycée professionnel. Merci. C'est vraiment le Greta. C'est le Greta qui vous a vraiment épaulé dans cette phase. D'accord. Et alors, quand on a accès aux entreprises, comment on a accès justement à d'autres entreprises? Vous êtes chercheur, c'est pas vraiment votre monde. Comment vous avez fait pour rencontrer des entreprises ou juste les connaître? Peut-être Marion? Alors, pour ce projet, c'était un peu particulier car je connaissais Roméo personnellement et on avait déjà fait appel à lui pour des protocoles de recherche. Mais avec Myriam, en fait, on collabore depuis de nombreuses années et on a déjà fait des partenariats avec des associations et une entreprise. Et en fait, on a utilisé, comme Myriam l'a dit, les réseaux, Internet, voilà. Et puis après, on les contactait directement. On n'a jamais rencontré de difficultés particulières dans cette phase qui reste la phase du projet de recherche, en fait. Mais c'était justement ma question suivante. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières dans cette phase ou est-ce qu'au contraire, ça s'était avéré plus facile que prévu? Vous y avez répondu, donc je vais peut-être poser la même question à Sabrina pour son projet. Est-ce que vous avez eu des difficultés, Sabrina, ou est-ce qu'au contraire, ça a été plus facile que ce que vous imaginiez? Alors, je peux te dire que j'ai eu de la chance parce que le chef de travaux du lycée professionnel, qui au début était un petit peu réticent à mon projet, s'est fait convaincre totalement par les élèves. Donc, c'est vraiment les élèves du lycée professionnel qui ont vu l'intérêt de la recherche et qui m'ont vraiment soutenu là-dedans. Merci. Alors, une fois qu'on a recueilli les données et mené à bien le projet de recherche, il s'agit de le valoriser dans le secteur privé. Comment on met en place la toute première démarche? Peut-être Myriam ou Marion, je ne sais pas de vous deux qui peut répondre pour le prix senior sur cette question? Sinon, j'en désigne une, Myriam, peut-être. Ah, bah non, c'est Marion. Allez-y, Marion, je vous écoute. Merci. Non, on peut répondre toutes les deux, je pense. Alors, en tant que enseignant et chercheur ou praticien, je pense que cette partie-là, c'est un peu effectivement l'inconnu. Là, c'est plus difficile. En tout cas, pour moi, c'est plus difficile. Notamment tout ce qui va être lié à la protection du logiciel, la commercialisation. Et du coup, on a contacté le service valorisation de l'Université de Lille. Effectivement, la mèche est aussi une source d'accompagnement dans ce cadre-là. Mais on a besoin effectivement, là, en tout cas personnellement, moi j'ai besoin d'intermédiaires qui fassent le lien entre pour la valorisation, enfin dans le sens commercialisation du test, etc., pour aller un petit peu plus loin. D'accord. Et vous, Sabrina, de votre côté, pour votre projet, comment est-ce que vous avez mis en place la toute première démarche? Démarche de valorisation, évidemment, au niveau de la recherche, en fait, pour moi, on se rapproche vraiment des organismes qui peuvent en faire la diffusion. Et c'est vrai qu'on a la chance, en ce qui concerne le français langue étrangère, d'avoir le français des affaires qui travaille aussi sur ces questions-là. Et il me semble aussi indispensable de se rapprocher aussi des organismes de diffusion de formation comme les Greta ou par exemple Sphère avec qui j'ai pu travailler également. Alors vous avez parlé. Pour moi, c'est vraiment l'idée. Oui, allez-y. C'est vraiment l'idée de montrer que la recherche, elle répond à un besoin et que dans ces cas-là, la recherche, en langue étrangère, elle correspond à un besoin au milieu économique.
Merci. Alors, vous avez parlé du français des affaires. Donc, je me tourne vers vous, Alexandre Hall. Vous êtes en première ligne sur ce sujet de la valorisation. Vous êtes, je le rappelle, directeur adjoint des relations internationales de l'enseignement et du français des affaires pour la CCI Paris-Île-de-France. Et comment est-ce que vous avez accompagné la valorisation des travaux de Sabrina Royer? Bonjour Elodie, merci beaucoup. Donc au niveau de la valorisation, en fait, c'est vrai que c'est un projet que nous avons suivi de près, les travaux de Sabrina, à partir du moment où ça correspond également nous à nos missions. Au niveau de la valorisation, ça a été d'appuyer. Alors j'ai un écho qui est épouvantable. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On vous entend très très bien, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis désolée pour votre écho, mais nous, on n'a pas ce souci. Vous pouvez parler sans problème. Donc, au niveau alors déjà en amont, au niveau des travaux de Laetitia, ça a été justement un échange. Finalement, nous avions un programme de formation que nous avions monté il y a quelques années pour les secteurs hygiène propreté, donc pour la formation en enseignement, apprentissage du français à des fins économiques, pour l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi, voire l'évolution des hommes et des femmes de secteur. Et donc ça a été de pouvoir transmettre à Sabrina nos programmes de formation, des documents qui avaient été didactisés, qui lui ont permis aussi de voir un petit peu cette remontée de terrain. Et ensuite, ça a été vraiment avec un échange régulier avec Sabrina Royer sur ses recherches, sur ses travaux, sur tout le matériel finalement qu'elle pouvait également de son côté collecter et qui pourrait nous permettre de réalimenter les programmes, de monter de nouveaux dispositifs pédagogiques, parce que là on était vraiment sur une matière, comme le disait Sabrina, qui allait au-delà des actes de communication, des actes langagiers habituels du métier et de simple acquisition de vocabulaire, je dirais. On était vraiment sur les parts du langagier, non langagier, enfin tout ce qui était intériorisé. Donc voilà, c'est vraiment cet aller-retour, je pense, qui de notre côté était vraiment intéressant, que l'on a de toute façon au Français des Affaires, car nous avons créé il y a quelques années et hébergeons un comité scientifique avec une commission dédiée aux Français professionnels, qui nous permet justement, en nous réunissant, d'échanger sur nos pratiques, sur nos problématiques, les problématiques que l'on rencontre d'un point de vue soit évaluation, certification, soit formation en termes de français professionnel, et d'échanger avec les universitaires, les enseignants-chercheurs qui composent ce comité. Alors concrètement, quels sont les liens entre les travaux de Sabrina et votre activité à la CCI ? Alors, au niveau de la CCI est un groupe éducatif, hein, un établissement. Enfin, nous, on appartient à la partie établissement public administratif. Et le Français des Affaires, on a été créé en 1958, et nous œuvrons à la promotion et à la diffusion de l'enseignement apprentissage du français, langue étrangère, donc pour les allophones, à des fins économiques. Donc l'objectif est vraiment d'accompagner principalement notre activité, c'est la formation de formateurs et la certification. Donc de créer un environnement propice à l'enseignement du français pour faciliter l'insertion professionnelle. Alors c'est en France ou à l'international, même si sur cette partie hygiène propreté on était plutôt sur le territoire national, mais de faciliter l'enseignement apprentissage du français pour l'insertion professionnelle, comme je le disais. Donc c'est vraiment en lien direct avec les travaux qu'a mené Sabrina. Merci. Parce que les travaux permettent vraiment de comme je disais, de venir réalimenter nos référentiels, les référentiels de compétences langagières qui nous permettent de décliner des programmes de formation, du matériel collecté sur le terrain pour le didactiser. Enfin, il y a encore beaucoup à faire sur ce domaine.
Merci Alexandre Holl. Alors je m'adresse de nouveau aux chercheurs présents durant cette table ronde. Vos démarches de valorisation ne sont pas achevées aujourd'hui. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Alors peut-être vous, Sabrina, comme on vient de parler un peu de votre projet, est-ce que vous pouvez commencer sur la question? Oui, bien sûr. Donc effectivement, comme vous le dites, on est aux prémices de démarches de valorisation. Donc l'idée, ce serait vraiment de mettre en place une banque de ressources de données pour effectivement, par exemple, élaborer des formations sur site pour aider les entreprises et les organismes de formation professionnelle à gérer ces formations en français langue professionnelle. Mais effectivement, à l'avenir, moi, j'aimerais aussi me rapprocher d'autres entreprises pour faire des tests de validité de ces formations sur site. Merci. Et peut-être Myriam, pour le projet Mesh Senior, comment vous envisagez l'avenir? C'est encore un petit peu même en débat entre nous parce que on voudrait que ce test y vive, on voudrait que cette application elle vive, donc faut qu'on la protège, il faut qu'on la valorise, peut-être qu'on la commercialise. Il y a une version papier, il y a une version informatisée, donc ça va pas forcément être les mêmes interlocuteurs. Il va falloir qu'on finisse cette démarche vraiment vers le monde économique pour que ce test y vive et qu'il puisse être diffusé de façon confortable à l'ensemble des professionnels. Merci. Alors, on voit que le chemin est très long dans ces démarches de valorisation. On parle de démarche. J'aimerais savoir quand on va vers des établissements publics, privés ou des entreprises, est-ce qu'il y a une méthode particulière? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Marion, peut-être? Donc, non, comme on l'a dit, en fait, nous, on utilise les réseaux, Internet, voilà, après on contacte directement. Et si le projet, voilà, il y a un intérêt des deux parties, s'il y a un matching et que le budget aussi correspond, effectivement, il faut un petit budget. Et donc, nous, on a eu la chance d'avoir un soutien de l'Université de Lille l'année dernière, 2019-2020, pour ce projet. En fait, ça se passe plutôt bien. D'accord. Voilà. Et après, je voulais juste allez-y, par rapport à la valorisation. Donc, du coup, c'est vrai que là aussi, on a un service de valorisation à l'université. Donc, on a fait appel à lui pour qu'il nous accompagne maintenant dans notre objectif de commercialiser ce produit. Et donc, on a un rendez-vous avec la SAT dans une semaine. D'accord. Et avec le service de valorisation aussi. Merci. Alors, toujours sur ce sujet de démarchage des entreprises, des établissements publics ou privés, Alexandre Holl, le Français des affaires de la CCI de Paris, possède son propre conseil scientifique. Je suppose que le lien du coup entre la CCI et le monde de la recherche se fait par ce biais. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, au niveau nous avons en effet ce conseil scientifique. Donc, ça se passe avec, déjà un échange. Alors, on est aussi avec toutes les membres du comité scientifique sont également, en règle générale, comme je le disais, spécialistes du français professionnel et également à la tête de master. Donc, concrètement, on se réunit 2 fois par an, où il y a une présentation, nous, de nos activités, de nos activités terrain, donc les travaux que l'on peut mener au niveau la refonte de certification, le type de formation professionnelle qui sont demandées dans le monde, donner un petit peu un panorama du français professionnel dans le monde. Donc, on échange avec le comité. Et ensuite, il y a des ateliers qui sont créés en règle générale l'après-midi, où on va travailler sur différents aspects. Donc, ça a pu être à l'occasion, alors peut-être pas là pour le français professionnel, mais en tout cas dans la commission scientifique évaluation, où il y a eu avec certaines universités un appui sur des thèses, mais également la diffusion de nos offres de stage et donc l'accueil de stagiaires au sein de notre établissement une partie de l'année.
On organise également, le comité scientifique. Quand je dis on, c'est vraiment les membres du comité et un appui du Français des Affaires, bien évidemment. Une journée d'études également sur une thématique particulière. D'ailleurs, la dernière journée d'études qui avait pu être organisée était à l'université d'Artois à Arras et Sabrina justement avait pu communiquer sur ses travaux. Ça va être également via la parution sur notre site d'articles scientifiques, la mise en avant d'articles scientifiques. Et puis, de temps à autre, il peut y avoir des réponses à des appels d'offres, des conceptions de formation de formateurs. Un exemple concret, il y a 7 ans, l'Institut français, donc opérateur du ministère des Affaires étrangères, nous avions répondu à un appel d'offres pour la conception d'un MOOC pour accompagner les professeurs de français à mettre en place une méthodologie pour créer justement des programmes de français professionnel, donc en réponse à des demandes d'entreprises. Et donc là, il y a tout un travail qui a été fait. On a sollicité dans ce groupe de travail le comité scientifique qui a conçu une partie des contenus, qui les a validés. Donc voilà, je pense que globalement, on est toujours ouvert. Enfin, c'est un échange vraiment permanent et très ouvert à différentes modalités de collaboration. On s'adapte. Merci Alexandre Holl. Alors je me tourne à nouveau vers les chercheurs, comment réagissent les entreprises, les établissements publics ou privés quand ils sont démarchés par des laboratoires de recherche? Est-ce que ça se passe bien? Sabrina, peut-être pour commencer. Alors, en général, ça se passe très bien, mais ça dépend aussi du positionnement du chercheur. Je pense que pour que ça se passe bien, il faut vraiment pas que le chercheur soit en position ascendante en fait. Faut montrer que le chercheur il est à l'écoute des besoins des entreprises et que l'entreprise a aussi qu'en fait on n'est pas expert sur le sujet. Et si on se place dans l'idée que l'expertise elle est des deux côtés, forcément ça se passe bien. Il faut vraiment le voir comme un travail commun en fait. Merci. Et même question pour Marion, peut-être. Comment ça se passe pour vous quand les entreprises sont démarchées? Quelle réaction en général? Enfin, entreprises, établissements publics ou privés d'ailleurs. Hein. Pour le moment, ça s'est toujours très bien passé. Après, comme le dit Sabrina, c'est vrai que il faut arriver avec un projet où les deux sont vraiment complémentaires. C'est pas quelque chose qui est imposé ou les deux doivent y trouver leur compte. Ça doit non. Merci. Alors, dernier sujet de cette table ronde et non des moindres. Quand on fait de la recherche en général, on fait de la recherche pour la recherche, pas forcément pour créer une start-up ou pour faire du transfert technologique. Alors, voilà, je voudrais savoir, c'est sans doute encore plus vrai dans le domaine des sciences humaines et sociales. Quel est votre regard sur le sujet? Alors, peut-être je vais donner dans un premier temps la parole aux chercheurs et peut-être à vous, Alexandre Holl, ensuite sur le sujet. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je vois Alexandre Holl apparaître. On peut peut-être commencer par un chercheur dans un premier temps, si c'est possible. Alors peut-être Sabrina. Voilà, merci. J'essaie par rapport à votre question, effectivement, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je fais de la recherche pour créer des outils. Enfin, c'est ça ma conviction, mon déclic, c'est de créer des outils qui correspondent aux besoins des entreprises, aux besoins des apprenants allophones. Et du coup, j'ai un petit peu du mal à pas voir la recherche par ce biais-là. Mais bon. D'accord, donc c'est peut-être propre. Vous faites vraiment de la recherche pour la recherche. Alors, peut-être sur le même sujet, Myriam, est-ce que vous, ça tombait également sous le sens pour votre projet de faire du transfert technologique?
Alors, moi, à l'inverse, je suis désolée, il commence à faire noir chez moi, le soir tombe. Donc, moi, à l'inverse de Sabrina, je pense que ça tombe pas du tout sous le sens. En étant psychologue de la fonction publique, le monde économique, pour moi, c'est très loin. Me dire qu'à un moment, il va falloir que je contacte des entreprises privées pour faire vivre un travail qui, au départ, était à destination des patients et de mes collègues et qui n'avaient pas d'idée ni de bénéfices, ni de commercialisation. Enfin, c'est un monde qui est loin de moi. Et c'est bien justement que je puisse avoir des collaborateurs pour me remettre un peu les pieds sur terre et de me dire que voilà, ça doit être protégé, c'est un travail qui est fait et donc voilà, c'est pas donné à tout venant, il y a un cadre et ce travail doit être aussi valorisé quelque part. Donc je suis contente sur la question de ne pas être toute seule. Merci. Alexandre Hall, vous avez accompagné donc la valorisation des travaux de Sabrina Royer. Quel est votre regard sur ce sujet de faire de la recherche pour la recherche ou de la recherche avec transfert ou création de start-up, et en particulier quand on parle de sciences humaines et sociales, est-ce que pour vous, ça vous paraît logique? Est-ce que ça vous paraît courant? Alors, je ne sais pas si je peux avoir une réponse à cette question. Moi, ça me semble logique de ne pas déconnecter les deux. J'ai du mal à percevoir comment on peut vraiment. Vous m'entendez toujours? Je vous entends bien, oui. Allô? Oui, je vous entends très bien. En tout cas, je vous vois plus. Oui, j'ai un peu en fait des difficultés à déconnecter les deux aspects. Oui, je saurais pas sincèrement vous répondre plus. On a tellement travaillé, enfin on essaye toujours tellement de lier les deux. Et moi, d'un point de vue tout à fait personnel, quand je suis arrivé au Français des Affaires et qu'on a eu à créer ces deux comités scientifiques, j'y ai tellement vu un intérêt d'un côté comme de l'autre, j'ai du mal à le déconnecter. Après, nous, on est établissement public, hein, mais c'est vrai que au niveau start-up, de toute façon, dans le monde de la formation et avec le développement de toutes ces start-up au niveau éducatif, tout ce qui est EduTech, etc., il y a certainement des ponts, des ponts à créer, hein. Mais je suis loin d'être spécialiste de la question. D'accord, non, mais c'est intéressant d'avoir votre regard et d'entendre que pour vous, ben voilà, c'est quelque chose qui coule de source de toute façon. Et je voudrais savoir, pour les chercheurs qui se sont lancés justement dans ce transfert technologique, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors peut-être Myriam ou Marion, puisque Myriam disait que c'était pas naturel dans son secteur d'activité, voilà, de se dire on va aller voir des entreprises un jour. Est-ce que quand vous êtes arrivé à cette étape-là, vous avez eu des difficultés particulières? Je pense qu'on a déjà eu beaucoup de chance. Alors, c'est pas notre premier projet, ça s'est toujours bien passé, mais sur ce projet-là en particulier, par exemple, la collaboration avec Roméo, moi, je suis impressionnée, alors qu'il vient du monde privé, de sa facilité de compréhension de nos objectifs cliniques. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance aussi d'avoir des interlocuteurs, les bons interlocuteurs, ceux qui ont envie de travailler avec des chercheurs, qui ont envie de comprendre notre mode de raisonnement et travailler avec nous. Donc, non, pour le moment, on a eu de la chance, mais je pense qu'on a de la chance parce que ceux qui nous répondent, c'est ceux qui sont intéressés. Alors justement, Roméo, vous, quel a été votre regard sur tout ça, le fait de travailler avec des chercheurs? Ça a coulé de source, ça vous a surpris? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou au contraire, est-ce que c'était facile? Quelle est votre position? Alors, vous m'entendez bien déjà? Je vous entends très bien. C'est par ça. Okay. Alors, effectivement, moi, mes études et mes compétences, elles sont dans le graphisme, le design, et à la base, c'est pour le divertissement, donc le cinéma, le jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est un peu par hasard que j'ai commencé à tomber dans ce milieu académique. Et il faut effectivement avoir une curiosité envers ces métiers scientifiques. Et moi, très vite, ça m'a intéressé parce que les recherches qui sont faites sont intéressantes, en fait. Et on peut avoir vraiment une application en dehors de ce cadre académique.
Donc effectivement, maintenant, j'ai l'impression de un peu me spécialiser effectivement dans ce domaine. Merci. Et alors, est-ce que les uns et les autres, vous avez eu accès à des dispositifs de soutien pour cette étape de transfert, Sabrina, peut-être? Est-ce qu'il y a eu des dispositifs particuliers pour soutenir ce moment? Alors pour soutenir effectivement la création du référentiel de compétences langagières, il y a eu l'université l'Artois qui effectivement a donné un BQR. Mais après, en ce qui concerne les financements des dispositifs, non, en fait, non, c'est vraiment le lycée professionnel qui nous a ouvert son terrain. Le Greta nous a apporté un support au niveau des contacts. Après, pour faire partie du programme particulier, non, pas pour l'instant, en tout cas. Et vous n'avez pas cherché, vous avez eu tout de suite en fait les acteurs nécessaires. Voilà, vous n'avez peut-être pas eu besoin de faire cette démarche, d'accord. Merci. Et peut-être du côté de... Oui, vous voulez continuer ou... Oui, parce que en fait, de base, il y a des travaux antérieurs qui ont été faits. Donc c'est vrai que les travaux antérieurs, on a pu s'appuyer dessus. En fait, il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la question aussi. Donc ça, forcément, ça fait le lien plus facilement. Merci. Et alors peut-être même question pour Marion. Est-ce que pour votre projet, il y a eu des dispositifs de soutien particuliers? Ah bah oui, alors il y a eu tout d'abord un BQI valorisation qui a été essentiel pour développer ce prototype d'application sur tablette du test. Et puis, il y a eu le prix aussi MESH qui va nous permettre vraiment de continuer et de continuer cette valorisation, de continuer notre projet. Et vraiment, on les remercie parce que la communication aussi sur les appels d'offres, moi, j'ai trouvé que c'était assez formidable. Donc, on a accès vraiment facilement à l'information. Et du coup, on a pu s'y inscrire dans des temps tout à fait convenables, pas au dernier moment, etc. Je trouve que la communication se fait très bien par rapport à ces dispositifs qui sont là pour inciter les chercheurs aussi à rentrer dans ce process de valorisation. Et puis là, je vois bien que la mèche, comme l'université, la mèche va nous accompagner, peut nous accompagner pour la suite. Donc ça, c'est assez précieux parce que, comme je le disais, on a quand même besoin d'un dispositif, d'une aide, d'un accompagnement pour la suite, quand ça ne devient plus de notre domaine d'expertise. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup, Marion. Alors, il est temps de passer aux questions et réponses. Alors, pour l'instant, nous n'en avons pas. Pas de questions du public. Je voudrais juste rappeler pour les personnes qui ne l'auraient pas fait, si vous voulez poser une question, vous pouvez le faire via l'onglet questions de l'outil Livestorm. Donc, n'hésitez pas. Donc, comme on n'a pas de questions pour le moment, je vous propose de passer à la conclusion de cette table ronde. Donc, Raphaël Lamiral vient de me rejoindre pour cette conclusion. Alors, Raphaël, de nombreuses choses ont été dites. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces échanges? Je crois qu'on peut conclure que des disciplines qui sont a priori éloignées des préoccupations des entreprises et des acteurs socio-économiques peuvent tout à fait les accompagner dans des démarches d'innovation, leur permettre d'avoir une réelle plus-value, un réel impact sur leur activité. On a vu à travers les exemples des projets qui ont été lauréats de nos prix valorisation MESH, que ces collaborations se passent généralement très bien, que tout le monde a à y gagner. C'est vraiment ce que j'en ai retenu, et que travailler main dans la main permet vraiment d'innover, que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour les chercheurs. Ça leur permet d'ouvrir peut-être de nouveaux questionnements dans leurs projets. Et au regard des problématiques qui ont été mises à jour durant cette table ronde, comment est appelée à évoluer l'action de la MESH? L'action de la MESH, je crois qu'elle va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait, c'est-à-dire en complémentarité de ces établissements de tutelle qui sont le CNRS et les universités du territoire. On est en train de réfléchir, à vrai dire, pour développer un peu ce volet valorisation de notre action. Je crois que organiser cet après-midi en partenariat avec la SAT, l'INRIA, les Force Awards nous donne des idées peut-être pour des actions communes dans le futur.
Merci beaucoup, Raphaël Amiral. Il est donc temps de clore cette table ronde. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout merci aux intervenants pour leur disponibilité, pour la richesse de leur témoignage aujourd'hui. Je rappelle que cette table ronde pourra être visionnée en replay. Et surtout, je vous invite à nous rejoindre dans 1 heure. À 18 h, il y aura la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France qui récompense les réussites régionales issues de collaboration entre les entreprises et la recherche académique. Donc les prix valorisation Mèche Junior et Mèche Senior que nous avons eu l'occasion de découvrir durant cette table ronde seront remis tout à l'heure durant ces trophées. Donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.